Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 7 avril 2023, il est 9 heures et nous serons ensemble jusqu'à 10h30, pardon. J'ai encore les horaires tarftara. Tu commences à 9h, je termine à 9h30. On n'aura pas grand-chose à dire finalement. Hein. Oui. Et ben voilà, vous l'aurez compris, Mina Abed est déjà là. Bonjour Mina. Bonjour Nol, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va? Tu as passé une belle semaine? Oui, Intéressante. tranquille. Tranquille, voilà, avec Une bonne Ramadan. semaine. Ça se passe bien. Oui, manque de sommeil, mais On va oui, en ça parler se en passe. compagnie du docteur Fethi Benachno aujourd'hui. Hein, Le manque de sommeil, oui, On va beaucoup en il va parler. nous taper sur les doigts. Beaucoup. Tu sais pourquoi? En fait, on va en parler aujourd'hui. Pourquoi? En fait, on va pas parler vraiment de sommeil, hein, mais j'imagine qu'on va aussi aborder le sommeil parce que ça reste quand même un élément très très important pour se maintenir, pour maintenir sa santé, maintenir sa forme. Et ben parce que tout simplement, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la santé. Impeccable. Et ben voilà, pourquoi on va parler de sommeil. Finalement, il y a même des médecins qui disent que parfois le sommeil il n'est pas plus important, mais on va dire que quand même il a une importance capitale par rapport à manger. Par rapport à quoi? À manger. Oui, tu sais, les bébés par exemple, il y a toujours un petit souci avec eux quand il s'agit de nourriture. Hein. Oui. Surtout quand ils commencent par exemple à faire les dents, donc ils ont vraiment du mal, ils ont mal, beaucoup de douleurs, donc ils ont du mal à manger. Et donc les mamans s'inquiètent par rapport aux enfants qui ne mangent pas. Et ben le médecin, la première chose à laquelle il va s'inquiéter, donc il va s'intéresser plutôt, c'est est-ce qu'il dort? Est-ce que le bébé dort? Tu vois? Donc finalement le sommeil est très basique. Hein. Très élémentaire plutôt. Oui, oui, je le sais, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Va falloir négocier avec Dr Fethi Benachno. Non, mais je passe pas la nuit à manger aussi. Non, non plus. Bah non. Non plus. Heureusement. Hein. Non. Heureusement. Alors, parlant de manger, on va parler justement de notre nutrition. Aujourd'hui, il faut dire qu'une grande partie de l'émission est dédiée à la santé. Hein, aujourd'hui. Alors, parlons de manger, de bien manger, surtout de manger équilibré. C'est un peu on va dire le challenge hein, et le combat du siècle. Bien manger et revenir un petit peu à un régime plutôt équilibré, à un régime donc bon pour la santé. On parle beaucoup de médecine préventive, n'est-ce pas Mina, en ce moment? Et justement, notre nutritionniste sera parmi nous ce matin et elle va revenir sur les 3 blancs ou ce qu'on appelle communément aussi les 3 poisons. Tu connais? Tu as une idée? Poison, quand on abuse. Ouais. Et tu as une idée des 3 blancs? Oui, oui. La farine, le sucre et le sel. Voilà, la farine, le sucre et le sel. Il y a même qui rajoutent un 4e, qui est le lait en ce moment. Donc aujourd'hui, il y en a ceux qui parlent des 3 blancs, d'autres qui parlent des 4 blancs. C'est vrai qu'il y a une polémique autour du lait. Il y a une polémique autour du lait. Effectivement, on en parle. Hein, on en parle à chaque fois, particulièrement avec le Dr Benachno aussi. Mais on va s'intéresser aux 3 blancs aujourd'hui. Donc effectivement, ça devient poison lorsqu'on abuse, particulièrement quand on arrive à un âge particulier. Exactement. Voilà, donc même notre religion nous recommande de diminuer, de faire très très attention, n'est-ce pas? Et parlons donc toujours de religion, toujours dans la série de l'éthique du jeûneur et le bon comportement du jeûneur. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qu'on appelle Silat Ar-Rahim, donc à l'importance des visites familiales, de rester en contact avec la famille, de rendre visite avec la famille. C'est ton fort en tout cas. Hein. De quoi? De visiter la famille, de vivre les moments en famille. Bien sûr, c'est important. C'est très important. Tout au long de l'année. C'est tout un équilibre. Hein. On a parlé de l'équilibre santé et là on parle un petit peu de l'équilibre psychologique aussi. Hein. Oui, non, c'est important de retrouver les membres de sa famille, de raconter les histoires d'avant, ce qu'on faisait comme bêtises. Un moment nostalgique par excellence. Hein. Exactement. Surtout à Ramadan. Bocalet, vous en jouez? Oui. Quand on se retrouve en famille. Quand on se retrouve. Voilà, donc finalement, on a toujours des activités à faire hein, quand on est en famille. Mais bon, on la finit jamais parce hein. que... On risque pas de s'ennuyer en tout cas quand on est en famille. Justement. Voilà, donc justement, alors c'est très 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 important les visites familiales. Nous en parlons donc ce matin en compagnie de notre invité donc dans la série de l'éthique du jeûneur ou le bon comportement du jeûneur. Je vous disais que la santé prendra une part importante cette matinée. Nous allons encore parler de nutrition, encore de cette médecine préventive et surtout la médecine orthomoléculaire. Nous nous intéressons ce matin. Et puisqu'on parle de nutrition, puisqu'on parle de santé, il y a un aliment qui est très très bon pour la santé. Une matière grasse. Allez, je te laisse deviner.
une matière grasse excellente pour la santé, qu'on retrouve dans la cuisine méditerranéenne, beaucoup dans la cuisine algérienne particulièrement. Ah bon? Oui, Vas-y, c'est quoi? ben, on assaisonne avec les salades par exemple, on fait des marinades avec. Non, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je préfère ne rien dire. Vas-y. Une matière grasse qu'on retrouve dans toute la Méditerranée, qu'on retrouve dans le régime c'est l'huile méditerranéen. d'olive. C'est l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive, Et ben ouais. voilà, bravo, Ça va. bravo. Ça Même va, si j'ai pas elle trop est dormi, éveillée un petit peu. Même Elle si est j'ai quand pas même- trop dormi, j'ai encore toute ma tête. Elle est quand même éveillée, voilà, bravo Mina. Donc aujourd'hui, on va parler de l'huile d'olive puisqu'il y a un concours national qui a été donc organisé autour de l'huile d'olive. Il faut dire que l'huile d'olive s'impose, hein, l'huile d'olive algérienne particulièrement, C'est vrai. s'impose sur le plan international. Elle est excellente. Elle est excellente, notre huile d'olive, oui. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences autour de l'huile d'olive et l'huile C'est d'olive important. algérienne a pu quand même s'imposer sur le plan C'est vrai. international. Donc l'huile d'olive a eu à plusieurs reprises d'ailleurs des médailles, des prix par rapport à la qualité, par rapport au goût, par rapport au degré d'acidité, par rapport à l'odeur aussi. C'est un tout, hein. Voilà, c'est un C'est un tout. tout. C'est un tout. Nous en parlons d'ailleurs ce matin. Voilà pour le menu de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui l'a préparé pour nous. Mais sinon, une carte plutôt Un petit peu de tout. un petit peu de Un tout petit peu de pour tout. aujourd'hui Un finalement. petit peu de tout, ouais. Un peu plus de détails? Avec plaisir. Allez, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Ce qui est sûr, un beau soleil sur Alger. Oui. Voilà. Toute la Tout le partie nord, côtière hein. finalement. Ouais, ouais. Voilà. C'est tout ce que je retiens. C'est Et tout. je te laisse faire le reste. C'est trop gentil. Merci pour Ah, ta c'est- générosité. C'est trop de... Nommer générosité, mine de Ah, rien. c'est trop de Waouh, quelle générosité d'un modestie. coup, là. Ah oui, tu sais, c'est l'émotion. C'est trop, là. C'est Ramadan, Ouais, c'est la générosité par excellence. exactement. Mais Merci sinon, pour, tu veux bien te montrer généreuse et nous donner un peu plus de détails? Je vais essayer. Bon, je sais que je vais pas... L'être autant que moi. Autant que toi, mais je vais quand même essayer, tiens. معليش. Merci. معليش. Très gentil. C'est trop Tu vois. d'émotions, là. Trop d'émotions. Merci. Bonjour à tous, très bon réveil. Effectivement, le soleil sera dominant tout au long de cette journée sur l'ensemble des régions nord. En revanche, vers la partie sud, on aura des passages nuageux avec des pluies sur le nord Sahara, la Saoura ou encore le Sahara oriental, et puis quelques passages nuageux vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, avec bien sûr de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord des températures qui varieront entre 20 et 27 degrés. Vers l'intérieur du pays, on notera 19 degrés du côté de Djelfa, 20 degrés à Batna, 18, et ce sera d'ailleurs la minimale du côté d'El Bayad, Naama ou encore Constantine. On notera 16 degrés à Gardaya, 25 degrés à Bachar, 31 à Tindouf, 28 à Drar, 30 à Insalah et enfin 40 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme à l'est du pays, peu agitée à l'ouest et au centre, avec des vents entre 20 et 40 km/h. À l'ouest du pays, entre 20 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 30 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, eh bien, on notera des passages nuageux à Montréal, New York, un ciel voilé à Miami. On notera un temps pluvieux à Dallas, orageux à Mexico. Et puis côté température, on notera 22 degrés en Californie, 16 à Dallas, 27 à Mexico, 28 à Miami et enfin 2 degrés seulement à Montréal. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc finalement, on retient des températures plutôt agréables. Très agréable. Si ce n'est à l'extrême sud, bien sûr. Oui, à l'extrême sud, il fait très très chaud, 40 degrés. À l'ombre, À l'ombre, ça augmente par rapport à la semaine dernière. Mais par contre, au nord, non. On a noté une petite baisse ces derniers jours. Je ne sais pas si tu as Une baisse remarqué. quand même assez, Oui. assez importante. Mine de Oui, rien, oui. la semaine dernière, on est arrivé même à 30 degrés. À 30 degrés, exactement. Voilà, donc ça là, a on est à baissé, 21 à Alger. 21 à Alger, donc 10 degrés de différence entre la semaine dernière et cette semaine. Voilà, donc plutôt agréable. Hier, d'ailleurs, il y avait beaucoup de vent, Mina. Beaucoup de vent hier et avant-hier, énormément. Effectivement. On espère le retour des pluies, peut-être On espère le retour des pluies. Inch'Allah. Peut-être, oui, on attend. En tout cas, le temps l'annonce bien.
Après, on verra. Après, on verra. Après, on verra. Inch'Allah, verra en tout bien. cas, c'est ce qu'on espère. Très généreuse, hein, Mina, ce matin. En tout cas, merci Pas beaucoup. autant que toi, mais j'essaie. J'essaie quand même. T'as encore Hein? demain, t'as encore la semaine prochaine. Voilà, j'ai encore t'as du temps. Voilà, t'as encore du temps. Il n'y a pas de problème. J'ai encore du Voilà, temps. t'as ouais. tout le temps pour ça. T'inquiète. Exactement. Tu peux t'entraîner dès aujourd'hui, toute la journée. Après, journal télévisé du midi, après celui du soir. Voilà. Demain, la Demain semaine prochaine. aussi, oui, avec voilà, toi. Tu vois. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Après, journal télévisé du midi, bien sûr. Tout après à celui fait. Du soir. Et demain, à Et partir de demain. 9h, pour plus de détails. Probablement, tu nous annonceras de la pluie. Hein. Inch'Allah. Peut-être. Inch'Allah. Peut-être. En tout cas, Pourquoi pas. merci beaucoup, Mina. On n'a pas oublié un truc? Si, Si. un petit détail, très Un petit important. détail. Voilà, je te laisse faire. Non, vas-y. Voilà. Aujourd'hui, nous tenons, Mina et moi, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, toute la Régie 7 a souhaité un très très joyeux anniversaire à notre chef d'orchestre, à notre grande sœur, à notre amie Amal Almi. On te dit joyeux anniversaire, anniversaire. beaucoup de belles choses à toi, Amal Almi. Ah, Majid, il est content, Majid, il est Beaucoup de belles content. choses, tous, bah oui. Majid, il est toujours content pour nous, hein, et voilà. Donc voilà, Amal, franchement, tous les mots ne vont pas suffire pour te dire à quel point on t'adore. finalement. Exactement, oui. Voilà. Voilà, elle fait un gros bisou à tout le monde. Ben, Amel, c'est la plus généreuse de tous, en tout cas. C'est vrai. Voilà, en tout cas, on continue. Ça va être pause musicale, comme à l'accoutumée, Mina. Avec Et plaisir. aujourd'hui, c'est vendredi, nous sommes en plein mois de Ramadan, pardon, et ce sera Madih Tini, chez Rasoul alayhi salatu wassalam, et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau, et Dr Fathi Menachnou nous a rejoint. Docteur, bonjour. صباح الخير عليكم. Bonjour. مبروك. الله يبارك فيك. الله Comment ça يسلمك. va? Très En bien, forme, ça docteur, va. comme d'habitude. Comme d'habitude. Docteur. Non, même les gens parlent, pardon, de Ramadan, tout ça. Ça y est, on a la vitesse de Oui, ça y croisière, est, on a la vitesse. donc il n'y a pas de Mine problème. de rien, on a passé la moitié. Hein. Oui, On est au 15e c'est jour facile. aujourd'hui, c'est Les facile. gens sont... C'est de l'infantilisation. Un jour, on en parlera. Voilà, effectivement. Mais sinon, parlons de Ramadan. La marche toujours, le matin, Oui, comme d'habitude? comme d'habitude. Toujours bien les sûr. bonnes habitudes?
Il faut pas. Ce qu'il faut changer, fait Ramadan, c'est soi-même, Oui. et dans le sens où il faut montrer. Et là, je vais faire toujours des prêches. Il y a un moment, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allez, salatu salam. on a critiqué les soldats, les combattants musulmans. On dit ils sont chétifs, ils sont là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de dénuder leurs épaules. Pour montrer le ktaf, on est rempli. C'est pour contrôler. Donc, je crois que c'est ça. Au contraire, il faut montrer que on n'est pas lié, on n'est pas branché, on n'a pas perdu notre libre arbitre parce qu'on ne mange pas. Moi, sinon, on ne mange pas, ça c'est rien. Il faut connaître le corps humain, la physiologie du corps humain et toutes ces choses. Et le corps humain, il faut dire qu'il a besoin parfois de faire le jeûne, hein, n'est-ce pas, pour... On appelle le jeûne intermittent, c'est une nouvelle. Je crois il faut les répéter, c'est pas rabâcher parce que ça commence, tout le monde en parle. Non, dans le sens où le jeûne, pas le carême. Le carême, c'est un truc, le jeûne permet au corps humain, c'est-à-dire tous les appareils, tous les systèmes que l'on a, surtout le système digestif, qui est massacré durant 11 mois, on lui laisse 1 mois pour qu'il se repose. Et puis, plus que ça, c'est le repos psychologique. C'est ça qui est important. C'est enfin, on va se concentrer. Et là, on n'y est pas. On fait de notre mieux. Bien sûr. On fait de notre mieux. Alors justement, Canal Algérie fait de son mieux pour pouvoir... En votre compagnie, docteur. Voilà. Alors justement, on fait de notre mieux et c'est vrai que la santé a été on va dire, le cœur de l'intérêt de toute société depuis des lustres d'ailleurs. Et les Nations Unies ou l'OMS s'est penché sur ça et donc tout l'intérêt, tout le travail a été donc concentré sur la santé et aujourd'hui, mine de rien, nous célébrons 75 ans de lutte pour la protection et pour la préservation de la santé aujourd'hui. Donc nous célébrons le 75e anniversaire ou la journée internationale de la santé. Très bien. On dit souvent, des trucs, j'ai écouté ça, quand le bâtiment va, tout va. Je crois qu'en matière de santé, quand la santé va, tout va. On peut, quand on a la santé, et quand est-ce qu'on sent l'importance de la santé? Lorsqu'on est malade. On a tous été malades. Voilà. Une simple grippe ou c'est vrai qu'une simple grippe nous permet de tout remettre en cause. Hein. On n'est pas trac, on n'a pas envie, pas d'appétit, on n'a pas envie de participer à la vie, de travailler, on n'est pas trac. Ça, regardez, c'est là où on voit l'importance de la santé. Et lorsqu'on reprend ses forces, alhamdoulilah, et je l'espère pour tous les gens qui sont malades, on reprend ses forces, c'est là où on apprécie la vie. On apprécie le ciel bleu, on apprécie le soleil, on apprécie les jolies filles dans la rue, on regarde son travail, on l'apprécie. Son travail, on l'apprécie, on a envie de participer à la vie de la communauté. Mais quand... Alors, seulement, docteur, il faut dire que parfois nous avons un petit peu, j'ai envie de dire, la mémoire courte. Donc très vite, on oublie le petit moment là où justement nous étions patraques et on revient encore une fois aux mauvaises habitudes. Et justement, tout le travail de sensibilisation, d'éducation sanitaire est concentré pour ne pas avoir cette mémoire courte. Voilà, c'est l'être humain. L'être humain efface de sa mémoire les mauvais moments. Oui. En général, ils ne les effacent pas. Elles sont refoulées et à un moment, elles vont ressortir. Et il veut se rappeler des bons moments. Actuellement, je fais des séances d'éducation thérapeutique au niveau du centre de Sidi Fradj. Et on voit, je remarque que c'est les personnes âgées, c'est une certaine catégorie qui pose des problèmes de rhumatisme, de maladies chroniques, tout ça. Et on voit ces femmes qui regrettent leur jeunesse. Et on les voit, regardez, c'est important, on les voit, qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai ça, comment que j'ai ça, et
c'est difficile d'admettre, et tous on va passer, difficile d'admettre que le temps avance et c'est ça qui fait que non, on n'est pas pessimiste de bon matin, mais c'est la vie. Moi, je crois que la vie, c'est tout ça, c'est les bons moments et les mauvais moments. Il y a une chose, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, et je suis fier en tant qu'Algérien de parler de l'OMS, parce qu'à un certain moment de notre histoire, post-indépendance, on allait tenir les rênes de l'OMS. Et je le répète à chaque fois, je salue mon professeur qui a été ministre de la Santé en Algérie, le professeur Abdelmoumen. Moi, je fais tout pour comment le contacter pour qu'il parle. Il allait être le responsable au niveau de l'OMS. Et l'OMS, on est fiers, on fait partie de l'OMS, et surtout, l'OMS, à un certain moment de notre pratique médicale post-indépendance, avait pris le schéma de traitement de la tuberculose algérien comme modèle. Allah yarham li matou et tous ces. Et ce qui est important au niveau de l'OMS, elle insiste cette année sur l'accès aux soins partout dans le monde. Actuellement, en Algérie, notre système de santé, historiquement, c'était l'accès à tout le monde. C'est un accès géographique, un accès financier. Vous allez faire des interventions chirurgicales qui, dehors, coûtent les yeux de la tête pour 100 dinars. C'est vrai que l'accès aux soins doit être revu, parce que certains c'est l'éthique. Moi, je trouve que c'est l'éthique des médecins. L'accès aux soins à l'hôpital, dans les CHU, il est vraiment, vraiment difficile. Je crois qu'on doit travailler sur ça. Et ce n'est pas l'État qui doit travailler sur ça. Je crois que c'est notre personnalité, les médecins, les chirurgiens, à tous les niveaux, les radiologues, je crois que c'est important de permettre l'accès aux soins au niveau de l'hôpital. C'est très difficile, je le reconnais, les gens souffrent pour alors qu'il est là. Je crois que c'est là où il faut mettre l'accent sur l'accès aux soins, c'est important, et ne pas les dévier. Et par rapport à ce point-là, docteur, justement, l'accès aux soins, particulièrement l'accès géographique parfois, là, je tenais quand même à saluer le travail de la société civile, qui quand même travaille en parallèle et main dans la main d'ailleurs avec le système de santé d'une manière générale pour permettre justement au moins une équité, j'ai envie de dire, dans l'accès aux soins. On a trouvé actuellement ce qu'on appelle manatiq dhal بالعربية, les zones où c'est de l'ombre, c'est pas très clair. C'est vrai que la société civile, c'est quoi? Elle est composée de citoyens. Et le citoyen algérien, partout, il a bon cœur, il n'attend pas des ordres. Bon cœur, c'est grâce aussi au fait qu'il y ait Ramadan, qu'on ait des musulmans. Ça joue. Et il participe à soigner les gens. Attention, il faut saluer aussi certains de nos compatriotes depuis des décennies qui vivent à l'étranger. Moi, j'ai eu l'honneur pas de manager, mais j'étais présent, des médecins, des chirurgiens, de tous les niveaux qui sont à l'étranger algérien, qui venaient et qui allaient au sud. Et qui opéraient, des ophtalmologues, toutes les spécialités. Je crois que ça, il faut préserver cela et il faut les saluer, les médecins intramuros Algérie et des médecins algériens qui sont extramuros et qui viennent ici. Je crois qu'il y avait même une équipe de neurologues qui était venue des États-Unis et qui, tenez-vous bien, a été au niveau de Médéa. Donc, ça, c'est pas nouveau, ça, c'est nous, et je crois qu'il faut laisser les gens à l'aise
pour venir aider Algériens, et pour aider et venir permettre l'accès aux soins. Mais autre chose, moi j'insiste beaucoup plus, hélas, sur une certaine catégorie de mes confrères et de mes consoeurs. L'hôpital n'est pas un service privé. L'hôpital, et de grands efforts sont faits. Il y a des médecins, il y a des infirmiers qui sont modèles, et depuis que l'on a commencé à faire nos études, moi c'est grâce à des infirmiers au début de ma formation, au niveau du service d'urgence de l'hôpital Mustapha, c'est eux qui nous ont appris, des infirmiers. Peut-être, Allah yarhamhum al-matou. Donc vous voyez que la transmission et que l'hôpital est essentiel. C'est vrai qu'il y a un afflux, c'est vrai qu'il faut, en amont, moi je suis pour la planification des naissances parce que ça commence à peser. Cette bombe démographique, je crois qu'il faut commencer à contrôler, et ça se répercute sur la santé des parturientes, des femmes. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, et laisser le génie propre à l'Algérien s'exprimer, pas de nous entraîner dans une voie qui n'est pas la nôtre. Moi, je suis... Le fait de dire, ça c'est grave, ça se fait chez nous. Ah non, il n'y a pas de place à l'hôpital, ça c'est certain. Venez me rejoindre. Moi, j'ai eu une carte de visite d'un malade qui me l'a montré. Venez me rejoindre dans telle clinique où j'exerce. Bon, là, par contre, on parle d'éthique. Hein. Là, par contre, on parle d'éthique. Voilà, actuellement. Ça c'est vraiment conscience entre soi et soi-même. Hein, vraiment, moi, ce qui nous manque, c'est l'éthique. Là où on doit mettre le paquet. Tout est là. Ce n'est pas une question de matériel, ce n'est pas une question... On est équipé. Mais c'est comment utiliser. Et ça fait mal quand on est... J'étais médecin-chef au niveau de la Polyque et les Sources. C'est là où j'ai reçu cette carte de visite qui donnait rendez-vous dans un endroit. Mais le problème, c'est pas n'importe qui peut payer 20 millions ou 30 millions ou 15 millions. C'est le fait d'affirmer ça, de dire voilà le tarif de votre prise en charge, c'est de 15-20 millions. Vous savez, actuellement en Algérie, au niveau de la population, 15-20 millions, c'est une somme énorme. Et ici en Algérie, et je persiste et j'insiste, et il faut les encourager. Je ne fais pas une contre-mesure ou là pour contrebalancer ce que je dis. Non, il y a des médecins, des confrères, des consoeurs qui ont un esprit humanitaire. Je suis fier d'appartenir à cette catégorie. Et ça, pourquoi c'est pas uniquement des médecins étrangers qui viennent en Algérie comme on le voit dans certains pays. Non, ça c'est des Algériens et c'est entre Algériens. Ce n'est pas de l'isolationnisme, les Algériens, on est les plus forts. Non, c'est pas au niveau. Je suis en tant que médecin, d'abord médecin, et je suis au contact de gens et surtout de pathologies qu'il faut prendre en charge. Alors il faut saluer quand même le corps médical et le corps paramédical. À 100%. Ils ont toujours été là. On l'a vu d'ailleurs pendant la période Covid. Beaucoup de médecins ont fait du bénévolat d'ailleurs durant cette période. Je salue mes confrères et mes consoeurs, mais ce n'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt. Voilà ma vision. C'est pas l'arbre. Là, il y a des éléments qui sont formidables, qui font honneur à leur métier, et je suis fier d'appartenir. S'ils veulent bien m'accueillir. Vous faites déjà partie normalement, docteur. Oui. Hein? Non, il y a les problèmes de génération. Ça, c'est important. Et la nouvelle génération, il y a des pépites. Wallah, des pépites. Scientifiquement, humainement, et une chose sur laquelle on doit s'appesantir, comme j'ai dit, l'accès aux soins, je crois que c'est important que l'on prenne comme thème l'accès à la prévention. L'accès à la prévention, on a beaucoup de travail à faire et c'est la prévention fait partie du système national de santé. Ne serait-ce que c'est la base. C'est ce que vous dites à chaque fois, l'éducation. Sanitaire, donc c'est la base. Et ce qui est important,
on a une grande expérience. Par exemple, il faut développer les vaccinations. Ça, c'est extrêmement, ça nous permet, parce qu'il y a beaucoup, je vais utiliser un terme, les fake news, et il faut que l'on soit agressif. Agressif, pas dans le sens détruire ou pas, non, agressif dans le sens où démonter tous ces mensonges, al-qil ou al-qal. Donc, on peut être fier dans le domaine des vaccinations. Elle nous a fait éviter. Je crois, pourquoi on ne parle pas de ça? Elle nous a fait éviter des catastrophes. Des catastrophes, effectivement. Des catastrophes sanitaires, pas uniquement au moment du Covid, bien avant le Covid. Une rougeole, c'est dangereux. Une polio qui faisait des ravages, c'est une destruction de la vie. La tuberculose et beaucoup, les oreillons, tous ces éléments-là, la coqueluche, ça paraît des trucs légers, mais c'est important et on les a vaincus, entre guillemets, dans le sens où on a fait face. Grâce à la vaccination, je trouve qu'on n'en parle pas assez. L'Algérie peut être fière de ça. Effectivement. En tout cas, docteur, on retient aujourd'hui, dans ce 75e anniversaire donc, de la santé, de la prévention et de la journée internationale de la santé, l'accès, l'importance à l'accès donc, à la santé, aux soins et surtout la prévention. Docteur, encore une fois. En tout cas, le mot beaucoup. De la fin. Voilà, toujours entamé sur le mot de fin, prévention. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Docteur, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre thématique. Merci beaucoup, docteur. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté d'Oran pour visiter un petit peu les mosquées de cette magnifique ville et ce sera en compagnie de Sophia Choubani. On se retrouve juste après. Petit clin d'œil aujourd'hui sur les édifices religieux des vieux quartiers d'Oran. Plus que séculaires, ces belles mosquées d'antan ne sont qu'une fenêtre ouverte sur le passé et le présent, où toute une histoire s'articule autour de l'architecture, des matériaux et de la décoration réalisée par les artisans du XVIIe et XVIIIe siècle. Classée comme monument historique, la mosquée du Bey Mohammed el-Kbir et ses extensions témoignent d'un bâti de 1792. Elle doit la conservation de son minaret et de ses bâtiments grâce à sa préservation. D'autres vestiges historiques, érigés au cœur de la cité comme la mosquée de Sid el-Hawari. Elle a été construite en 1799 sur ordre du bey Mohammed ben Othman el-Kbir. Entourée d'immeubles construits dans les années 30. Dans le cadre d'une urbanisation féroce, ces belles mosquées érigées dans les quartiers populaires de la cité demeurent néanmoins des joyaux architecturaux séculaires où est enterré le saint patron de la ville. De la baraka, on y trouve aussi, autour de ces édifices de foi et de prière, mais ajoutons que les mosquées séculaires vieilles comme le temps se distinguent par la virtuosité d'un art architectural tantôt andalou, tantôt mauresque ou tantôt ottoman, qui dévoile le génie des artisans, marquant de leur sceau le bâti et la décoration de chaque édifice.
C'était donc les mosquées d'Oran en compagnie de Sophia Chouban. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser dans la série de l'éthique du jeûneur à l'importance des visites familiales, l'importance des liens familiaux. Et ce sera en compagnie de notre invité, M. Abdelhamid Hachadi. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, Ramadan Moubarak. Allah يبارك فيك, الله يسلمك. Ça se passe bien? À merveille. Alhamdulillah. 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 Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'importance des liens familiaux. Il faut dire, M. Hachadi, que Ramadan est rassembleur, il est fédérateur. C'est vrai que Exactement, oui. on est un petit peu pris par le quotidien, par la vie. On ne se voit pas tout au long de l'année, mais quand Ramadan vient, C'est l'occasion. c'est un besoin finalement qui renaît, n'est-ce pas? Exactement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut savoir en premier lieu que le mois de Ramadan est un grand moment de grâce. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a choisi pour faire révéler son mot, le Coran. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a bien choisi ce mois pour que le jeûne soit pratiqué pendant ce mois et non pas dans d'autres mois ou dans d'autres temps. Et Ramadan, comme il est un grand moment de grâce, Allah Tabaraka wa Ta'ala طرح فيه البركة, bien sûr. Donc c'est le moment opportun pour se rassembler. C'est un mois de convivialité, c'est un mois de regroupement, c'est un mois où tout le monde se rassemble. C'est la rencontre, bien sûr. Dans notre vie quotidienne, généralement, on est pris par le travail, par les obligations de la vie, et on se retrouve rarement, on se rassemble rarement durant les autres mois, mais le mois de Ramadan est un mois rassembleur. Oui. Et c'est l'occasion pour réconcilier, pour consolider les liens de parenté en faisant des visites familiales, en faisant des cadeaux à nos proches, en essayant de faire du bien à nos proches, à commencer par les parents, bien sûr. S'il y a lieu de faire des actes de bienfaisance, il faut commencer par les parents, parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a lié son adoration et a lié le fait de croire à l'unicité d'Allah Azza wa Jal avec la bienfaisance aux parents. Oui. قال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Adorez Allah Azza wa Jal et ne lui donnez pas d'associés, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Juste après, dans Sourate Al-Isra, Allah Tabaraka wa Ta'ala reprend la même الترتيب هذا. يقول تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah a décrété qu'il ne faut pas donner d'associer à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et puis faire du bien à nos pères et mères. Donc on voit que l'ordre quand même est très important et très pointueux. Bien sûr. Surtout lorsqu'on revient en texte religieux. Bien sûr, parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala ne l'a pas fait arbitrairement. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, le Nabi alayhi salatu wa salam, dans un hadith authentique, a bien dit que رضا الله عز وجل من رضا الوالدين. وقال وغضب الله عز وجل من غضب الوالدين. Ça veut dire, si vous mettez en colère vos parents, vous mettez Allah Tabaraka wa Ta'ala en colère. Et si vous satisfaisez vos parents, vous satisfaisez Allah Tabaraka wa Ta'ala. شوف يعني هذا الرابط هذا بين طاعة الله عز وجل وبين بر الوالدين. Donc il faut respecter les parents. بر الوالدين, c'est-à-dire, ou le bir, exactement le mot bir, ça veut dire la véracité envers les parents. Ça veut dire être
sincère, être authentique, être reconnaissant, bien sûr, être vrai et authentique, sincère dans le respect, dans l'obéissance et dans les sentiments. On n'a pas le droit de tricher avec tout le monde, bien sûr, et plus particulièrement avec nos parents. On doit être vrai, véridique et vérace concernant l'obéissance aux parents. Donc c'est le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, le hukm al-shar'i fi birr al-walidain. Le jugement, c'est que birr al-walidain est une obligation. L'axe, li ma ybarsh al-walidain ta'ou, c'est un péché majeur. Kabira min al-kaba'ir. Si vous obéissez à vos parents, si vous faites du bien à vos parents, c'est une grande adoration. C'est un grand acte de bienfaisance envers les parents. Et vous serez récompensé d'Allah tabaraka wa ta'ala de la manière la plus juste et la plus généreuse. Par contre, si vous faites du mal à vos parents, si vous n'obéissez pas à vos parents et vous leur faites du mal, alors là, vous êtes en train de commettre un péché majeur. Ou le kabira, le ma'asi, la yaghfiruha Allah tabaraka wa ta'ala illa btawban nasuh. Ça veut dire le repentir sincère et le repentir qui est conditionné par ne pas refaire ne pas retomber dans le piège. Voilà. Et d'ailleurs, même sur le plan sociétal, M. Hachadi, d'ailleurs, justement, parce que nous tirons un petit peu toutes nos valeurs de nos textes sacrés, de notre religion, même sur le plan sociétal, lorsqu'on a envie de connaître, j'ai envie de dire, la personne et de connaître un petit peu le comportement de la personne, on va voir un petit peu son comportement avec les parents. Donc, si la personne... C'est un repère. Elle a un bon comportement, c'est un repère signe, envers des parents. C'est que c'est une bonne personne. Celui qui n'est pas bon pour ses parents, il ne sera jamais bon pour les autres. Le Nabi alayhi salatu wasalam l'a dit bien clairement. Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Si quelqu'un ne fait pas du bien à ses parents, il n'a qu'à aller chercher comment dirais-je, le repentir sincère pour se racheter auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal ja'al ta'at al-walidin wajiba, c'est une obligation, et donc on est obligé d'obéir et de respecter nos parents, peu importe le savoir qu'on a acquis. Peu importe l'argent qu'on a gagné, peu importe le rang social qu'on a atteint, on est obligé de respecter nos parents, on est obligé d'être miséricordieux avec eux, on est obligé d'être doux, d'être amoureux envers eux. Et c'est pas... ça veut dire... On ne rend pas service. On rend pas service. C'est une obligation. C'est une obligation et c'est une reconnaissance. Et on ne fait que rendre le bien qu'on a reçu quand on était petit. Je ne pense pas qu'on le rendra un jour. Enfin, on espère. Allah tabaraka wa ta'ala karim. On essaie de faire de notre mieux. Bien sûr, tout ce que nous essayons de faire pour rendre, comment dirais-je, les bienfaits de nos parents ne sera pas atteint, bien sûr. Vous n'avez qu'à revenir aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait mis sa mère sur son dos et qui faisait le tawaf autour de la Kaaba. Et quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vers lui, il lui a dit « Ya Rasulallah, hal addaytu haqqaha » Est-ce que je lui ai rendu ce qu'il faut? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras ne sera pas égal à un cri qu'elle a poussé lors de l'accouchement. Voilà. قال له واش درت كامل لن يوفي صرخة من صرخات الطلق يوم ولدتك. Donc on essaie d'être à la hauteur, on essaie de rendre à nos parents ce qu'il faut, mais Allah tabaraka wa ta'ala karim,
et il nous pardonne bien sûr. D'ailleurs Allah Azza wa Jalla يقول في آخر الآية قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما. Ça veut dire s'ils atteignent la vieillesse, l'un d'eux ou les deux atteignent la vieillesse auprès de toi. واش لازم؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Il ne faut pas faire du tort, il ne faut pas faire du mal, il ne faut pas offenser nos parents, ne serait-ce qu'avec ce petit geste qui est ouf. Oui. يعني لنعبر به pour exprimer notre mécontentement ou notre gêne. On n'a pas le droit de dire ouf. Alors, que pensez-vous de ce qui est au-dessus de ouf? Les offenser, les blâmer, les frapper, les abandonner bien sûr, leur faire du tort, faire des moqueries contre eux. Ça veut dire, Allah Tabaraka wa Ta'ala a pris l'exemple le plus insignifiant qui est le geste de ouf et il l'a interdit. Alors, au-delà de ce geste, c'est plus que interdit. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala بعد ذلك يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dis-leur des paroles respectueuses, convenables. Et بعد ذلك يقول لما الإنسان يحس بالتقصير الله عز وجل واش الإنسان parce que dans la vie on risque parfois. Oui. Ça nous arrive parfois de ne pas être à la hauteur. Ça nous arrive parfois de ne pas obéir, non pas dans le sens de faire du mal aux parents, mais par négligence, par fatigue, par paresse. Oui. Hein? Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme il est le mieux qui connaît sa créature, Allah Azza wa Jalla يقول ربكم أعلم بما في قلوبكم. Allah Tabaraka wa Ta'ala sait bien, connaît bien ce que vous avez dans vos cœurs. Ça veut dire, si vous faites cette maladresse, cette mauvaise attitude, ne pas obéir, mais vous ne le faites pas avec une intention de... mauvaise intention. Une mauvaise intention, bien sûr. Vous le faites comme ça, de faire du mal, par faiblesse, voilà. Par faiblesse. Allah Tabaraka wa Ta'ala يقول لا إله إلا محمد رسول الله. وقضى ربك ألا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن تكونوا صالحين قال إن تكونوا صالحين فإن الله كان للأوابين غفورا قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. Allah Tabaraka wa Ta'ala sait très bien ce que vous avez dans vos cœurs. لكن وش قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. Si vous êtes dans le fond des êtres bons, vous êtes de bons musulmans, Allah Tabaraka wa Ta'ala vous pardonnera. C'est là Rahmat Rabbi Azza wa Jal, après qu'il nous arrive de commettre quelques erreurs envers nos parents. Voilà, donc finalement, nous avons toujours cette chance, toujours les portes sont ouvertes pour la personne. Pour revenir, bien sûr, vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour essayer de corriger, de réparer la relation avec ses proches, bien sûr, en premier lieu avec ses parents. Et les parents, M. Hachadi, c'est un amour inconditionnel. Ils finissent toujours par pardonner, ils finissent toujours par donner la chance aux enfants. Et demander aux orphelins, demander aux personnes âgées même qui ont perdu leurs parents. C'est vrai. On a peut-être tendance à croire que le sentiment de l'orphelinat est que chez les enfants. Mais c'est vrai que c'est vrai que même tout en étant adulte, en perdant nos parents, on sent réellement qu'on est orphelin. C'est vrai que nous avons besoin de nos parents à tout âge, hein, bien sûr, n'est-ce pas? La présence de leur sagesse, la présence de leur amour, la présence de leur soutien. Et croyez-moi que l'Waldin, c'est le pivot. Oui.
الوالدين c'est le ciment de la famille. C'est le ciment de la famille. C'est le ciment de la famille. Quand on perd un de nos parents, ou bien les deux, la famille elle sera fragilisée, bien sûr. Voilà. Effectivement, donc Rabbi yarhamhom pose donc ceux que nous avons perdus. Pour ceux qui sont Rabbi يطول في عمرهم. Inch'Allah, Rabbi يطول في عمر. Oui, يطول في عمر les mazalou, bien sûr. Les mazalou. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Hachadi, d'être revenu sur ce sujet ô combien important. D'autant plus qu'on voit malheureusement aujourd'hui des actes quand même condamnables, hein, Monsieur Hachadi. Bien donc sûr, on voit quand même des enfants qui abandonnent leurs parents. Rabbi yahdina, comme on dit, n'est-ce pas? Et voilà, Allah yaghfir lana fi al-walidin. Bien sûr, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Hachadi, d'être revenu sur ce sujet. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour une autre thématique. On continue cette fois-ci. Nous allons aller en visite à travers ces belles images et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau et nous recevons le grand présent absent finalement. Docteur Barli, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Oui, c'est réciproque. Et ça fait quand même un bail. Avant le Covid, hein, oui, on tout vous à a fait. eu quand même au bout oui, du fil. Au téléphone. Et on avait parlé de l'après-Covid. Hein. Exactement. Voilà, tout à fait. C'était tout au début du Covid d'ailleurs. Tout au début. J'étais le seul à m'intéresser au thème de l'après-Covid au début du Covid. Et puis vous étiez positif aussi. Oui, n'est-ce pas? Comme toujours. Oui, comme toujours, effectivement. Sinon, docteur, toujours avec la recherche, toujours avec la médecine préventive, toujours avec la médecine orthomoléculaire, on vous connaît en tout cas dans ce monde-là. Et là, vous venez avec une nouvelle approche thérapeutique, encore une fois, n'est-ce pas? De quoi il s'agit? Alors, c'est la synthèse de plusieurs approches thérapeutiques qu'on a développées durant cette décennie. Et on a constaté que il est intéressant, par exemple, de développer au-delà de la médecine allopathique, la thérapie nutritionnelle, la thérapie micronutritionnelle, donc c'est orthomoléculaire, à base de vitamines, acides aminés, oligo-éléments et coenzymes. Et on se rappelle bien de tout le procédé finalement voilà. de lutter contre le cancer à travers, juste de la médecine orthomoléculaire. Oui, avec tous les compléments qui peuvent avoir au-delà de leurs bénéfices préventifs, ils ont à des doses thérapeutiques efficaces personnalisées des vertus thérapeutiques parce que une personne malade, c'est une personne qui a un déficit dans l'équilibre par exemple des vitamines, des acides aminés, des oligo-éléments et des coenzymes, mais en même temps qui peut avoir un empoisonnement par exemple en métaux lourds qui peut être la cause des causes. Mais parfois, souvent, on oublie que la cause de la cause de la cause, c'est
surtout... Allez-y doucement, docteur, Voilà. pour qu'on puisse vous Oui, suivre. mais ça va parler à tout le monde. C'est Oui. le volet émotionnel, Voilà. c'est le volet existentiel. Et souvent, c'est parfois un trauma transgénérationnel. Et on dit que, par exemple, dans le trauma transgénérationnel, la responsabilité incombe non pas à celui qui a subi le trauma ou créé ce trauma, mais à celui qui en a pris conscience. Donc, à l'instant où une personne prend conscience et change son regard sur un trauma transgénérationnel comme étant une expérience de vie, ben, il se libère. Il libère sa descendance, bien sûr, mais surtout, et sur le plan quantique, il libère ses aïeuls. Parce que, c'est-à-dire qu'un vécu reste un vécu et que la vie continue et à chaque moment, c'est-à-dire dans la vie d'une nation, d'une génération, il y a des rebonds qui permettent de changer le cours de l'histoire. Alors, si on va appliquer toute cette définition ou cette approche théorique, on va dire, sur la période Covid, par exemple, pour mieux... voilà, pour donner un exemple Voilà, pour donner un exemple, pratique. mieux comprendre l'approche. Voilà, alors, c'est-à-dire personnellement, je considère que la période du Covid a été une période très productive pour moi sur le plan intellectuel. On a même développé de nouveaux outils qu'on croyait même à une époque, moi-même, je trouvais un petit peu que quelqu'un demande une vidéoconsultation. Je considérais ça comme si quelqu'un ne voulait pas se déplacer. Mais, surtout pour un médecin, docteur, nous avons besoin de ce contact physique. Mais on a eu un apprentissage sur 40 heures quand même, c'est pas quelques heures, pour concevoir que la présence vidéo peut être une présence réelle, comme sur l'écran. L'essentiel, c'est d'avoir le regard sur le mouvement des mains et le faciès, le visu, le regard. Sur le non-verbal. Voilà, voilà, sur le non-verbal. Et là, on peut faire une consultation réellement. Et moi, à partir de cette période, bon, moi, je n'ai jamais fermé mon cabinet médical. J'ai toujours travaillé. D'ailleurs, toutes les fois où vous avez eu au bout du film durant la période Covid, c'était à travers votre cabinet. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, sur le plan intrinsèque, au début, beaucoup de personnes me posaient la question. J'ai dit non, moi je continue à travailler et je n'ai qu'à impacter le subconscient. Je me suis dit, tu ne seras pas infecté et tu n'infecteras personne. Et il fut ainsi. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, il y a 5 vérités. Tous nos projets et nos rêves sont des réalités. Mais tous nos craintes, doutes et peurs sont également des réalités. Et le cerveau ne connaît pas la double négation. Donc, on ne peut pas dire « j'ai pas envie de faire ça ». C'est-à-dire, ce dont... Le meilleur exemple qu'on connaît, ne pense pas à un éléphant rose. Voilà, et on pense à l'éléphant rose. Donc, c'est tout à fait ça, mais appliqué dans le quotidien. Et finalement, avec cette approche, on a constaté que tout est dans la sémantique. Dans la sémantique extrinsèque, donc comment on aborde et quel est notre regard sur le quotidien, mais également notre sémantique intrinsèque. Donc toutes les pensées se révèlent finalement réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut, par exemple, si une personne, par exemple, elle se plaint pourquoi elle n'est pas aimée par ses vis-à-vis, comment peut-elle exiger d'être aimée alors qu'elle-même, elle ne s'aime pas devant le miroir, par exemple. Et devant le miroir, il ne peut pas y avoir d'hypocrisie, c'est entre la personne et elle-même. Donc, par exemple, je donne un exemple, parce que j'ai fait une conférence sur la forme et la silhouette. Ceux qui sont en quête, par exemple, d'une forme svelte et ceux qui ont en quête d'une forme opulente, par exemple. Pour obtenir l'objectif, il faut aimer tel qu'on est, et surtout adorer ce qu'on redoute. Parce que ce qu'on redoute peut faire partie de nous-mêmes. Et donc, si une personne s'accepte, par exemple, qui veut être svelte, s'accepte telle qu'elle est et avec de la forme et de la silhouette, le subconscient lui fera
vivre l'expérience qu'elle n'a pas évoquée, donc celle de devenir svelte. Donc on parle d'une véritable conciliation avec soi. Voilà, donc ce qu'on appelle les 3 antipodes d'une personne. Et donc toute personne doit s'aimer dans ces 3 antipodes. Donc ce qu'elle est, ce qu'elle redoute et ce qu'elle aimerait être. Donc, le déséquilibre dans ce domaine peut faire basculer vers le borderline. C'est-à-dire, borderline, c'est une personne qui est active, dynamique, efficace, mais qui est à la limite de ses capacités sans se rendre compte. C'est-à-dire, elle ne met pas en exercice son 7e sens. Alors, les gens connaissent le 6e justement, sens. c'était la question que j'allais poser. Est-ce que réellement nous avons des limites à nos capacités? Non, c'est-à-dire, on peut se surpasser, mais quand on se surpasse, on a besoin d'une période de récupération. Donc, ce qui est important, c'est d'avouer sa vulnérabilité quand on est à la limite de nos capacités pour pouvoir récupérer. Qu'est-ce qui est interdit à une personne de faire, par exemple, durant une semaine, une sieste de 3 heures, s'ils sentent que le besoin. Alors, et ce 7e sens, c'est le pouvoir de l'introspection. Alors, ce pouvoir d'introspection, tout le monde l'a. Mais personne, ou rares sont les personnes qui l'utilisent. C'est comme le 6e sens. Vous rencontrez quelqu'un, avant la 3e seconde, les 43 000 cardioneurones du cœur, vous dites « allez-y ». Et vous hésitez pour des raisons Oui, ou bien, vous dites « n'y allez pas ». Voilà. Ou il dit « n'y allez pas », mais vous dites « non, on m'a dit que ceci ». C'est parce que l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de pouvoir faire la bonne action au bon moment et au bon endroit avec la bonne personne. Et donc, cette bonne personne, elle est, c'est-à-dire, c'est pour la personne qui a mis l'intention et non pas pour les autres personnes. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne est bonne, l'autre moins bonne. Non, c'est par rapport au lieu, au moment et à l'énergie de la rencontre. Et donc, ce savoir, quelque part, c'est un savoir à tes souhaits. Merci. Voilà. Et donc, ce savoir, il existe dans chaque être humain, parce qu'on dit que tout le savoir de l'humanité est dans chaque être humain. Mais il faut apprendre à désapprendre pour se souvenir qu'on le sait déjà. C'est les messages contraignants et c'est toutes les réticences qui font qu'on est plus à l'écoute de la raison qu'à l'écoute du cœur. Mais la vraie raison, c'est la raison du cœur et jamais la raison de la raison, parce que notre raison n'est pas notre raison, c'est la raison du moi social. Là, on va sur une sphère plutôt philosophique. Voilà, docteur. tout à fait. Alors, mais sinon, docteur, on parle plus d'une approche thérapeutique. Oui. Donc, si c'est une approche thérapeutique, on comprend qu'il y a un thérapeute Voilà. derrière, on comprend qu'il y a un médecin derrière, on comprend qu'il y a du moins un spécialiste derrière. Alors, pour arriver donc à cette sphère philosophique de laquelle nous sommes en train de parler, est-ce que c'est un travail qu'on peut faire seul ou il est quand même recommandé, ou il est obligatoire finalement de se faire accompagner? Alors, je vais te surprendre parce que on doit être accompagné. Mais plus que ça, l'accompagnateur doit être lui-même accompagné avant d'accompagner. Oui. Parce qu'un accompagnateur peut lui-même transmettre ses peurs ou bien capter les peurs de l'autre, donc s'il est en sympathie et qu'il n'est pas suffisamment en empathie pour comprendre, mais donner les réponses qu'il faut et non pas vivre la douleur de l'autre. Oui. Parce que là, ça n'apporte pas des réponses intéressantes. Et surtout... Oui, parce qu'après, on va faire des suggestions. Voilà. Ou bien, par exemple, être en posture de thérapeute. Parce que il faut savoir que, par exemple, si le regard de l'expérimentateur, par exemple, Planck, dans l'expérience des photons, en regardant les photons, a modifié la direction des photons dans la théorie quantique et dans l'expérience de Planck. Donc, qu'en serait-il du regard du thérapeute avec son patient et qui peut modifier, bon, disons 3 secondes, c'est le SMIC requis, mais l'idéal, c'est 21 secondes. Parce que si on transmet une sérénité et une parole qui permet au patient de rebondir, ben, le patient
capte, mais dans cette terminologie d'accompagnateur, c'est le patient qui prend la décision de prendre sa vie en main et de vivre pleinement sa propre vie et surtout prendre conscience qu'il n'y a qu'une seule vie. Donc autant la vivre pleinement et considérer par exemple les événements qu'a vécu une personne. Et je rappelle qu'il n'existe aucun événement douloureux dans la vie. C'est la charge émotionnelle qu'on donne à cette expérience, à cet événement qui fait une expérience positive ou négative. Donc, c'est pour ça que c'est une thérapie qui est préventive vers la bonne santé. Donc, vers la bonne santé pour une personne qui est saine, mais également vers la bonne santé pour les patients atteints d'une maladie. Et là, le thérapeute doit basculer de la prise en charge de la maladie à la prise en charge du malade. Donc, c'est une prise en charge qui est globale. Multidimensionnelle, holistique, mais personnalisée. Et il faut savoir que quelque part, pour chaque personne, il y a une médecine. Pourquoi? Parce que c'est personnalisé, voilà, c'est du cas par cas. Voilà, c'est du cas par cas parce que chaque personne a ses traumas, ses deuils, ses rêves, sa propre expérience finalement de la vie. Et quelque part, on invite toute personne, et bien sûr tout patient, à être dans le souvenir du futur, le vivre comme un souvenir déjà vécu, pour impacter qualitativement le présent, au-delà du souvenir du passé. Et c'est ça qui permet à toute personne de ne pas rester dans des pensées redondantes et ruminer certaines expériences douloureuses et rebondir. Parce que finalement, une personne qui tombe malade, ou bien comme dit la chanson, malade, voilà, dans les deux cas, c'est une personne qui a vécu un choc conflictuel, imprévu, vécu dans la solitude, 7 à 9 mois, plutôt qu'une maladie, sur un terrain de borderline ou de burn-out. Donc finalement, c'est de permettre de comprendre pourquoi cette personne est arrivée à un burn-out ou bien un borderline, en essayant de faire face à ces messages contraignants, à les connaître pour ne plus les subir, à accueillir ses peurs et surtout être en alignement quantique entre le soi authentique et le moi social, donc l'intérieur soi comme l'extérieur. Donc en tout cas, ça reste quand même une approche thérapeutique très intéressante et très philosophique finalement. Oui, donc, on concilie la médecine, la prévention, la santé et bien sûr la nutrition, la psychologie. Et surtout, alors la psychologie, très rapidement, c'est le conscient, mais le neuroexistentiel, neuroémotionnel, c'est le système reptilien et limbique, donc le subconscient et l'inconscient, et donc l'instinct de survie et la perpétuation de l'espèce. Donc finalement, l'intelligence biologique existe naturellement dans chaque être humain et permet d'éviter l'éradication. Voilà, effectivement. D'ailleurs, le corps se défend bien. Voilà, tout à fait. En tout cas, docteur, bravo pour tout ce que vous faites. Donc, encore une fois, pour le bien-être du patient, pour le bien-être de l'être humain d'une manière générale. On vous recevra très bientôt. Avec grand plaisir. Pas trop d'absence, docteur. Quand même. Merci beaucoup, docteur Saïd. Encore une fois, un plaisir de vous recevoir et on continue. Et donc, cette fois-ci, nous allons aller du côté du TNA. Vous savez, les soirées du mois de Ramadan sont assez multiples, assez variées. Et c'est Lamia Boudbouda qui nous emmène cette fois-ci du côté du TNA pour nous faire revivre cette ambiance que Kamel Aziz a animée. Et on se retrouve juste après. Ce soir au Théâtre National Mahieddine Bechtarzi, le décor est planté. Arcade blanche rappelant El Mahrousa, l'orchestre composé de 6 musiciens est en place. Le chanteur mandole en main, Kamel Aziz donne le temps d'une soirée ramadanesque où Mdih et Qsid s'enchaînent au plus grand bonheur des fans de Sha'bi. Des louanges à Sidna Mohamed Salatu Salam alayh ont scotché le public et notamment Al-Hurm Ya Rasulallah. Un chanteur que j'aime bien parce que il a perpétué une tradition vieille de quelques décennies déjà, sinon de quelques siècles. Et c'est un style qui était à un moment en désuétude,
Et là, on peut dire que c'est un des visages qui reflète le renouveau du Chaabi. Né dans une famille d'artistes, Kamel Aziz fera ses débuts dans des associations de musique arabo-andalouses telles que l'Association des Beaux-Arts d'Alger et Es-Sundoussia. Il apprendra à jouer de plusieurs instruments, mais à la parfaite maîtrise du mandol. جيت من un milieu artistique يعني familial parce que la famille تاعنا كامل يلعبوا الموسيقى. فوالا دونك من باب الله يرحمه وخاوتي كامل هما كانوا يلعبوا الجاز البلوز اي تو سا دونك حبيت نوسي اون سبيسياليتي و جوست ا كوتي دو لا ميزون يافي هذيك ليكول دي بوزار هذاك الوقت اللي دخلت لاسوسياسيون دي بوزار تحت قياده الاستاذ عبد المجيد بومعزه اللي نبلغوا له السلام هذا هو شيخي على كل حال جوي ا تو لي انسترومون دونك سيتي مون ايدول سيتي لو ماتر دونك كي كان يعطينا لي كور هكذايا جو لو فواي يمد لي كور البيانو لا موندولين الفيولون اي تو سا حبيت نولي كيما هو دونك il m'a donné l'occasion يعني بور ابروندر هاد الالات هذوما كامل. L'artiste rendra hommage aux grands du Chaabi comme El Hadj Mohamed Lanqa ou son idole Amr Zahi. Il interprétera Meryouma, célèbre titre qui fera danser quelques jeunes. أنا إنسان ذوق تاع شعبي باسكو شعبي نضنا معاه كامل عزيز الله يبارك تقدري تقولي هو اللي يقدر يخلف عمر الزاهي سي لو سول يقدر يخلف عمر الزاهي اللي راح ولا du regretté d'Ahmed El-Harachi a été brillamment interprété. L'artiste, durant ce mois, aura à animer plusieurs soirées. Le 5 عندنا في l'auditorium عيسى مسعودي. Le 6 عندنا l'Atlas. Le 7 عندي بجاية. Le 9 عندي Palais de la Culture. Et le 12 إن شاء الله عندي le 13 بن خلدون. Et le 16 مولود معمري تيزي وزو. Virtueuse du mandol, doublée d'une voix particulière et dotée d'un charisme musical, Kamel Aziz aura séduit le public algérois. C'était donc une soirée que Kamel Aziz a animée au niveau du TNA. Et cette fois-ci, nous allons encore une fois nous intéresser à la nutrition. Nous allons nous intéresser à ce qu'on met dans nos assiettes en compagnie de notre amie Yasmine Benguedeh. Yasmine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça se passe bien? Ça va, tout va bien. Toujours derrière nous? Toujours, oui, oui, toujours. Les gras saturés? Non, surtout pas. Non, non, enfin les gras trans. Les gras saturés, ça va. Ça va. On peut les tolérer, oui. Ah, il y a la baisse. Voilà. Ouais, ça va. Tu lâches un peu, hein, oui, mine de rien. Hein. Parce que bon, parfois, les gras saturés, c'est quoi? C'est le beurre, c'est l'huile de coco. Là, on peut. C'est la graisse animale. Oui. Dès que Malish, c'est toléré. Mais les gras trans, non. Madabé comme... Madabina, non. Madabé comme non. Non. L'huile d'olive, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, l'huile d'olive. Le roi de la table, hein? Ah oui, oui, oui. Le roi de la table méditerranéenne, tu m'as dit. D'ailleurs, il y a le régime méditerranéen. Il y a un régime méditerranéen. D'ailleurs, quand ils ont fait des statistiques, ils ont vu que les gens pouvaient vivre plus de 100 ans par rapport à l'alimentation parce qu'ils consomment beaucoup l'huile d'olive. Et on en a hein, des centenaires. Hein, ah oui, oui. N'est-ce pas? Donc il faut profiter. Voilà, alors on parle de l'huile d'olive parce que tout simplement un concours national est organisé pour primer l'huile d'olive algérienne. Nous en parlons en compagnie de M. Samir Ghani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, Sahar Mdanek. Merci, Sahar Mdanek. Vous ne manquez pas d'huile d'olive hein? Oui. Non, pas du tout. Comment? Vous ne manquez pas d'huile d'olive? Non, surtout pas. Donc, j'imagine que toute la famille algérienne, finalement, n'en manque pas. Hein. Oui, oui, l'huile d'olive, elle est indispensable. Voilà. La table algérienne, elle est indispensable. Elle est indispensable. Et d'ailleurs, vous encouragez, encore une fois, la production, l'oïliculture d'une manière générale. Et cette fois-ci, c'est un concours donc, qui vient
s'ajouter un petit peu à toutes les missions que vous faites vis-à-vis de la promotion de l'huile d'olive algérienne, n'est-ce pas? Exactement. Donc on encourage la production de l'huile d'olive, d'accord, mais on encourage surtout la production d'huile d'olive de qualité. De qualité, surtout. D'où ce concours-là, donc le concours national de la meilleure huile d'olive, qui a sa 5e édition, qui permet aux producteurs déjà de s'améliorer dans la production de l'huile de qualité, déjà, de savoir où est-ce qu'ils sont par rapport à la qualité, parce que c'est un concours de qualité. De qualité. Donc, c'est un concours qui a permis, pendant les 4 dernières éditions, aux producteurs d'améliorer leurs produits, mais aussi d'avoir le courage d'aller aussi se mesurer à l'international, sachant que toutes les huiles médaillées à l'international sont passées par le concours national de la meilleure huile d'olive, qui est appelé. Pour dire qu'il y a un travail national qui est fait, il y a des compétences algériennes qui ont accompagné ces opérateurs pour aller décrocher des médailles à l'international et d'une manière très à l'aise. Très fluide et très à l'aise, effectivement. Oui, oui. Alors, Monsieur Gani, nous sommes à la 5e édition, mine de rien, de ce concours national. Alors, quels sont, justement, sur le plan de qualité, quels sont les critères que le jury prendra en considération pour, justement, donc, qualifier ou juger les huiles d'olive qui seront donc présentes lors de ce concours? Très bien. Déjà, avant tout, il faut qu'on sache que il y a 2 sortes d'analyses qu'on fait. Donc, il y a des analyses physico-chimiques, il y a des analyses sensorielles. Donc, en termes d'analyse physico-chimique, il y a des paramètres qui sont indispensables pour savoir si cette huile elle est de bonne qualité ou de mauvaise. Et puis, ça permet de classer aussi ces huiles en vierge, en extra vierge ou en lampante. Donc, il y a les 4 paramètres qui sont essentiels, c'est le taux d'acidité, c'est l'indice de peroxyde, ce qu'on appelle aussi le K de 32 et le K de 70. Donc, ces analyses, il y a des normes régies par le Conseil de l'école internationale. Donc, ils doivent être dans les normes. S'ils ne sont pas dans les normes, ils sont exclus. Chose que auparavant, la plupart des huiles algériennes, ces normes-là, elles n'étaient pas respectées, donc elles étaient hors normes. Mais maintenant, pratiquement tout le monde arrive à maîtriser ça. Là, c'est la première sélection. Après, on réunit un jury international, qui fera l'analyse sensorielle. Donc, l'huile d'olive, ça se déguste comme plusieurs autres produits. Des choses que, à partir de l'analyse sensorielle, de la dégustation, on peut détecter certains défauts que même dans le physico-chimique, on ne détecte pas. Donc, et là, c'est là qu'il y ait une autre classification. Donc, celles qui ont des défauts, automatiquement, elles seront éliminées. Mais celles qui ne représentent pas de défauts, là, c'est des fruités donc, qu'on va classer. Et c'est des notes qu'on donne. Et c'est là qu'on fait sortir les huiles. Ça veut dire qu'on va les classer par catégorie, mais aussi par nombre de points qu'ils arrivent à avoir. Mais sinon, quelles sont les conditions de participation ? Ce concours, déjà j'aimerais bien dire que ce concours, cette 5e édition, elle est en hommage à Sid Ahmed Farouchi, l'ex-ministre de l'Arhmou. C'est quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup encouragés pour tout ce qu'on fait dans l'oliculture. Mais personnellement, j'ai l'un de ses messages, son dernier message, quand je l'ai eu au téléphone à 48 heures de son décès, il me dit, Samir, le concours, il faut y aller, il faut le maintenir, il faut pas lâcher. Donc, c'est pour ça qu'on le fait en hommage à Sid Ahmed Farouchi. Cette année, donc, il sera, comme d'habitude, avec l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique. C'est le principal organisateur, en partenariat avec la Chambre nationale de l'agriculture, Algex, donc aussi du commerce.
Et le programme d'appui au secteur agricole, c'est un programme de l'Union européenne. Ça veut dire il y a cette fusion-là donc, tout autour, parce que tout le monde maintenant a compris l'importance de ce concours. Il faut l'encadrer, il faut ça veut dire qu'il soit, que tout le monde ait l'accès à ce concours. Voilà, donc après, donc, les conditions, donc il faut se présenter à l'INRA de Balakhi, à l'Institut national de la recherche agronomique. Il y a des formulaires à remplir et présenter les échantillons anonymes, donc il ne faut pas qu'il y ait les noms, mais après sur place, on donne des codes. Donc, soit 3 bouteilles de 750 ml ou bien 4 bouteilles de 250. Voilà, donc il y a le délai jusqu'au 27 avril pour que les producteurs aillent présenter leurs produits sur place. Voilà, et je pense qu'il serait très encourageant pour les producteurs de participer au concours. Au moins, ils auront une idée de où est-ce qu'ils en sont par rapport à la qualité, finalement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça, c'est le premier objectif, c'est ça. Et tous les opérateurs, ils viennent déjà pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc, par rapport aux huiles algériennes, déjà, entre eux, mais aussi leur huile, est-ce que elle peut être, ça veut dire concurrentielle à l'international, parce que je vous assure que c'est un concours modèle, que ceux qui sont primés, ils peuvent aller à l'international d'une manière très à l'aise. Donc ça, c'est le premier objectif. Après, il y a aussi d'autres choses. Nous, avec ce concours, on est au service de la recherche. À l'INRA, qui font des travaux de recherche, nous, ce concours, ça permet... Vous savez, on a des échantillons à ce jour du concours ça fait 4 ans. Les gardes, et les étudiants qui viennent, ils travaillent là-dessus. Ils travaillent dessus, ça reste quand même. C'est une base de données, d'échantillons qu'on met au service du chercheur, qui, au lieu de rester 1 an, 2 ans à récolter tous ces échantillons au niveau national, nous, on leur ramène tout ça sur un plateau au nord, qui peuvent faire leurs travaux de recherche très à l'aise. Ça, c'est le point le plus important et développer surtout le domaine. Alors, l'huile d'olive doit faire partie de notre régime. Hein. Oui, c'est une obligation. C'est une obligation, exactement. Alors surtout qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que sur le plan santé, parfois, il y a aussi des modes. Hein. Donc aujourd'hui, la mode revient un petit peu au fameux cholestérol. Cholestérol et le régime cétogène où on favorise plus la consommation de matières grasses. Donc l'huile d'olive est vraiment indispensable à ce régime. D'ailleurs déjà, l'huile d'olive, elle est indispensable pour notre santé déjà. C'est un acide gras qui est monoinsaturé, qui est riche en oméga 9, riche en vitamine E, en polyphénol, en antioxydants. Donc il est bon pour la santé cardiaque, pour notre cerveau, parce que le cerveau, il est fait de cholestérol. Alors, d'ailleurs, c'est quoi le rôle du cholestérol? Le cholestérol, finalement, c'est une substance qui répare le corps. Et ce n'est pas elle qui va endommager nos artères. Au contraire, le cholestérol, il est là pour cicatriser nos artères. Donc, le cholestérol, c'est quoi? Contrairement aux idées reçues, le cholestérol n'est pas bon, attention. Exactement. Voilà. Donc, le cholestérol, il est déjà... notre corps, il fabrique 75% de cholestérol. Les 25% qui restantes, elles sont apportées par notre alimentation. Donc, qu'est-ce qui fait le cholestérol? Déjà, il renforce notre défense immunitaire. C'est un puissant antioxydant et à partir du cholestérol, on fabrique le Q10. Le Q10 qui est un antioxydant pour protéger nos cellules du cancer. Le Q10, ce n'est pas une enzyme, non? Si. Voilà. Et elle est fabriquée à partir du cholestérol. Alors, le cholestérol aussi, il fabrique tout ce qui est vitamine D, tous nos hormones, les androgènes, les corticoïdes, tous nos hormones. Il fabrique aussi les sels biliaires pour digérer les matières grasses. Et aussi, toutes les membranes cellulaires sont faites de cholestérol. Donc, pourquoi dire que le cholestérol n'est pas bon? D'ailleurs, à chaque fois qu'on avance dans l'âge, quand on fait un bilan, on voit que le cholestérol, il augmente. Il augmente, oui. Ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise alimentation ou là, mais parce que c'est une substance de réparation. Plus on vieillit, plus le corps y répare. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va endommager nos artères? C'est la consommation de sucre. Le sucre, comme on a toujours expliqué,
quand on prend un truc sucré, un sucre, il y a le pic d'insuline, il y a l'hormone, l'insuline qui est élevée. L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir, elle va essayer de elle va blesser nos artères. Donc le cholestérol, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il aille cicatriser ces artères-là. Donc il va faire effet pansement. Et puis quand on mange encore du sucre, c'est pareil. Et dans les années précédentes, en faisant une autopsie, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de cholestérol au niveau des artères. Et c'est comme ça qu'ils ont incriminé, ils ont donné une mauvaise réputation au cholestérol. Donc finalement, on retient qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. C'est ça. Oui, le cholestérol, il n'y a pas de bon et mauvais cholestérol. Il y a un seul cholestérol. Il y a un seul cholestérol. Il y a le LDL qui est une lipoprotéine, une protéine taxi. C'est le taxi, le bus qui va transporter le cholestérol fabriqué dans le foie vers nos cellules pour réparer. Et le HDL, l'autre taxi, c'est celui qui va ramasser tout le cholestérol déjà au niveau des cellules pour le récupérer vers le foie, qui soit recyclé et épuré. Voilà. Donc nous, quand on consomme beaucoup de sucre, par exemple, on a un excès de LDL parce que le corps il va être endommagé. Donc le foie il va envoyer le cholestérol, le LDL pour réparation. Et à ce moment-là, si on ne se dépense pas, il n'y a pas d'activité physique et tout ça, le sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va oxyder avec le cholestérol. Et c'est là que le cholestérol devient mauvais, c'est le LDL oxydé. Donc on devrait chercher et parler du LDL oxydé, du cholestérol oxydé et non pas du cholestérol. Alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse par rapport à cela, Yasmine. Beaucoup de médecins recommandent, encore une fois par rapport au cholestérol, parce que nous avons incriminé pendant longtemps le cholestérol, beaucoup d'idées reçues autour du cholestérol. Alors, beaucoup de conseils juste après avoir fini de manger. Il faut prendre par exemple un jus de citron ou un citron pressé nature pour diminuer justement le cholestérol. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a rien à voir. Alors un jus de citron, ça va faire diminuer la vidange gastrique. Donc quand on parle de vidange gastrique, ça va ralentir l'absorption du sucre. Oui. Voilà. Mais donc, ça va aider dans ce cas-là. Oui, ça peut, mais ça soigne pas. Ça ne soigne pas. Et c'est pas. Alors la seule prévention pour éviter tout ce qui est le cholestérol, c'est diminuer l'alimentation transformée. Alors alimentation transformée, c'est acides gras trans, c'est-à-dire tout ce qui est margarine, charcuterie, les huiles hydrogénées. Donc moi j'encourage mes patients, je les encourage à cuisiner avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive à condition qu'elle ne fume pas. Qu'elle ne fume pas. Voilà, c'est ça. À condition qu'elle ne fume pas. À une très basse température. Voilà. Donc, à bannir tout ce qui est acide gras trans, le sucre, et favoriser les bonnes graisses. J'ai toujours dit favoriser les bonnes graisses, entre autres l'huile d'olive, le beurre, l'huile de coco, les oméga 3, par exemple les poissons gras, les oléagineux, les noix sont riches en acides gras, en oméga 3, et les noisettes sont riches en oméga 9, c'est équivalent de l'huile d'olive. Voilà, donc tout ça, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, pour notre cerveau, pour notre et finalement, Yasmine, tout ce que tu viens de nous citer font partie du régime méditerranéen à la base. C'est ça, exactement. Ce sont des aliments qu'on retrouve naturellement en Méditerranée, qu'on retrouve naturellement en Algérie, l'huile d'olive. D'ailleurs, on n'imaginerait pas, j'imagine, une table algérienne sans l'huile d'olive. Exactement. Sauf qu'il faut la consommer avec modération parce qu'elle est très calorique. D'accord. Très calorique. Alors, une cuillère à soupe de l'huile d'olive, c'est équivalent de 120 kilocalories. Ah, quand même. Voilà. Oui. Ah, quand même. Oui. Et pourtant, on la consomme dans le régime cétogène. Oui, le régime cétogène, c'est différent. On consomme du gras pour perdre du gras. Donc, il y a zéro sucre. Alors, très paradoxal, mais très intéressant. Oui, le régime cétogène. Tu nous en parleras d'ailleurs un jour. Inch'Allah. N'est-ce pas? Et ça marche, hein? Oui, moi, je l'ai essayé sur moi-même. Oui.
Je l'ai fait sur moi-même. Ça marche très bien. Oui. Même sur le plan forme, même sur le plan rentabilité. Exactement. Plan, et puis, c'est un régime anti-inflammatoire. Oui. D'ailleurs, il a été créé pour traiter tout ce qui est maladie neurologique. Hein. Voilà, effectivement. Merci beaucoup. Encore une fois, de nous sensibiliser. Donc, sucre, encore une fois, oui, qui fait partie des 3 blancs. Alors, on oublie. On oublie, exactement. Ou avec modération, comme tu nous le dis. Avec modération, occasionnellement. Voilà, occasionnellement. Merci beaucoup. Yasmine, encore une fois, de nous sensibiliser à cette question de ce qu'on met, encore une fois, dans nos assiettes. Alors, une date, 27 avril, dernier délai. Dernier délai pour ramener les échantillons au niveau de la station de Balakhi de l'INRA, c'est le 27 avril, donc juste après. Et le verdict, ce sera pour quand? Après, on va réunir le jury. Donc là, on est en contact avec on va faire un jury international. Donc il y aura une partie, c'est des Algériens, des experts algériens, mais aussi des experts internationaux. Inch'Allah. En tout cas, on espère bonne réussite. En tout cas, à ce concours, longue vie à ce concours. Yasmine, merci beaucoup. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. Samuel Ghani, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle la revue, donc l'Olivier, le dernier numéro de la revue l'Olivier, donc a fait son apparition. Merci encore une fois à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec un très grand plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir.